Radio Univers, le 19h30. Celui qui a l'information a le pouvoir, dit-on, et vous faites bien de choisir Radio Univers pour vous informer les titres du journal. À la une, le transport universitaire va reprendre bientôt. C'est une annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekhan. Cette annonce a fait couler d'encre et de salive dans le rang des étudiants. Vous suivrez leurs avis dans ce 19h30. Le monde entier célèbre ce jour la journée internationale des radios amateurs. En marge à cette journée, notre rédaction a reçu pour vous Yannick Zounchegbe, rédacteur en chef de la plateforme en ligne Chomvecom, qui va aborder dans ce 19h30 l'influence des médias numériques sur les médias traditionnels. Au menu du journal des sports, le tirage au sort du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U17 a eu lieu ce matin à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Bénin est logé dans le groupe A. Voilà les grandes lignes de cette édition vespérale. Le développement, c'est après ceci. De nouveau, bonsoir. Le transport universitaire va reprendre bientôt. C'est une exclusivité que vous donne la station universitaire. Elle émane des propos d'Éléonore Yahi Ladekhan, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, en réponse à l'une des questions sur les dispositions en cours pour la reprise des bus universitaires suspendus depuis le 17 février 2023. L'autorité de tutelle a rassuré et a donné des précisions. Que retenir de ces explications? La réponse est avec vous, Boris Agbalika. La vie normale du transport universitaire, c'est imminent. Et ce, avec une nouvelle extension vers d'autres lignes et d'autres universités nationales. Éléonore Yahi Ladekhan, la chargée de l'enseignement supérieur au Bénin, annonce expressément. Le transport va reprendre. Et le transport non seulement va reprendre là où on a l'habitude de le faire, va prendre en compte de nouvelles lignes selon les besoins et va également s'étendre à d'autres universités pour que la couverture soit parfaite, même si elle n'est pas à 100%, ça va être un bon début qui va pouvoir se renforcer au fil des années. L'idée derrière la suspension des moyens de transport de la couche estudiantine, c'est la réfection totale de ceux-ci. Et pour raison, ces bus étaient tous vétustes selon l'autorité. Les assermentés sont jusqu'à présent en charge des travaux. C'est depuis l'année dernière qu'il a été constaté que ces bus ont commencé par prendre feu. Ces bus ont affiché leurs limites et nous avons ainsi accéléré ce qui est prévu dans la réforme. Ce qui est prévu dans la réforme, c'est de pouvoir céder ça à ceux qui savent faire ça. C'est qui les professionnels en matière de transport qui vont assurer une durabilité aux bus et en même temps faire un modèle économique en termes de consommation de carburant. Les autorités gouvernementales et ministérielles n'ont aucunement bourdé les oreilles face aux problèmes des étudiants. Patrice Talon, le numéro 1 béninois en personne, prend à bras le corps le dossier transport universitaire et y met de la pression. Éléonore Yahi Ladekhan. Le chef de l'État a rattrapé donc la commission dans la réforme qui est en cours pour dire qu'il faut intégrer cela. Et je préfère laisser cela au titre des annonces qui viennent d'ici là. On ne va pas dire que nous faisons la sourde oreille aux problèmes récurrents de nos étudiants. Tout le temps qu'ont duré ces explications, l'autorité ministérielle n'a indiqué aucune date de reprise. Elle a juste rassuré de l'imminence. À l'instant, Boris Agbalika. Et cette annonce de l'autorité ministérielle est diversement appréciée par les étudiants rencontrés ici à l'université d'Abomey Calavi. Pendant que certains y trouvent un motif de satisfaction, d'autres estiment que l'annonce est tardive. Je vous propose de les écouter. Moi, je vois que c'est une bonne décision qu'ils ont essayé de prendre pour pouvoir vraiment aider les étudiants dans leur situation. Oui, sa décision est bonne, c'est souhaitable, mais c'est trop tard.
c'est comme médecin après la mort. Parce que les étudiants, ils ont trop souffert avant qu'ils ne pensent à nous aider. C'était ce qui nous aidait. Tu vas venir, tu vas manger d'abord, chercher à manger, chercher l'argent du transport. Alors que c'est là, ça nous arrangeait juste avec 125, 150, on pouvait se dire de faire des économies. Parce que beaucoup en ont besoin. La vie avec les casques, à trimballer, les trucs bizarres. En pleine circulation où, genre, du moment, on a cours peut-être à 7h et on vient à 8h ou à 10h. Les professeurs ne vont pas s'attendre à nous pardonner pour ça. Donc déjà que tu dis, ouais, je vais faire les économies et ça ne t'arrange pas par rapport à tes cours, je crois que l'arrangement, ça détruit tout. Ouais, bon, c'est une belle initiative. Il y a des étudiants qui n'ont pas vraiment les moyens de se déplacer tous les jours, aller au cours et revenir. Le transport a été suspendu le 17 avril 2023. On se rend pour cette fois-ci à l'ENA où l'amphithéâtre Roulégbé a abrité dans la journée d'hier la journée internationale des secrétaires, assise sur le thème évolution des rôles et compétences des secrétaires vers une collaboration innovante et adaptative. Cette journée est organisée par les étudiants du secrétariat à l'École nationale d'administration ENA et rassemble les secrétaires aspirants au métier étudiant de l'ENA ainsi plusieurs autres étudiants des universités privées du Bénin. Dans son allocution, Laurence Senaron, présidente du comité d'organisation, est revenue sur l'importance de cette journée qui constitue un moment de réflexion et d'échange sur le métier du secrétariat. Nous aurons le privilège de participer à des ateliers, des formations, des présentations et des concours qui nous permettront d'approfondir nos connaissances, d'échanger des idées et de renforcer nos compétences professionnelles. De plus, c'est aussi le moment idéal pour tisser des liens précieux avec nos pairs et établir des contacts enrichissants pour notre parcours professionnel. Plusieurs panels de discussion et des conférences ont meublé cette activité. Le laboratoire d'études africaines et de recherche sur le phare, l'AREFA, organise un séminaire international ici à l'université d'Abomey-Calavi. Enseigner les humanités classiques africaines, une perspective décoloniale, c'est le thème. Au cœur de ce séminaire de 2 jours, il va se dérouler les 26 et 27 avril prochains dans l'amphithéâtre Etisala de l'université d'Abomey-Calavi. La science va être coordonnée par le professeur Maouyon Kakpo, directeur scientifique du laboratoire d'études africaines et de recherche sur le phare, l'AREFA. On parle toujours culture dans cette édition. Le consortium Corridé Culture International organise une journée spirituelle de formation, de vulgarisation et de partage sur le phare et des patrimoines identitaires d'Afrique. Elle porte sur le thème Ifa Orunila ou le repère historique et incontesté de la spiritualité humaine. Les conférences et perspectives pour une meilleure approche dans les pratiques du phare, révélation et distinction de plusieurs bouconnons, prières et tableaux d'honneur du consortium FENAFA, CV à l'endroit du chef de l'État sont quelques activités au programme. Elle est prévue démarrer le jeudi 2 mai à 9h dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno du campus d'Abomey-Calavi. L'université d'Abomey-Calavi a accueilli ce matin la dépouille mortelle du professeur Ansek Kwame Gomez, une occasion de rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Les étudiants, enseignants et les personnels administratifs sont tous répondus présents à cette cérémonie d'hommage dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Le journal Les Sciences. L'intelligence artificielle IA est un ensemble de théories et de thématiques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Dans les années 2010, les assistants personnels intelligents sont l'une des premières applications grand public de l'intelligence artificielle. À travers ce dossier scientifique, Rachel Passassi aborde avec les chercheurs l'impact de l'IA sur la recherche scientifique, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et l'environnement, des réalisations et des avancées du point de vue scientifique dans nos 3 domaines ainsi qu'au niveau des startups en Afrique, des défis liés à la mise en œuvre et au déploiement des technologies de l'IA dans ces 3 secteurs. Suivez plutôt. L'intelligence artificielle utilise des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Elle favorise les recherches scientifiques en ce sens qu'elle facilite notamment l'analyse des données massives. Professeur Romain Glélé-Kakaï, titulaire de biostatistique et directeur du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière LABEF. L'IA permet de faire beaucoup de choses dans la vie courante. Par exemple, en agriculture, l'IA permet de réduire la force de travail et permet d'avoir une agriculture de précision. Alors, les recherches essentiellement, c'est de développer les algorithmes. Par exemple, au niveau du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, on s'emploie à
à développer des algorithmes, mais aussi à comparer des algorithmes existants. Les algorithmes sont déjà là et on va les comparer par rapport à une tâche précise pour estimer le rendement d'une culture, pour détecter très rapidement un certain nombre de maladies. Par exemple, les maladies rénales, comment faire pour pouvoir détecter sans passer par des analyses médicales qui sont très coûteuses. Les réalisations et avancées de l'IA du point de vue scientifique ne sont pas les moindres dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Fatou Bintou Ndiaye, doctorante en imagerie médicale à l'École supérieure polytechnique ESP de Dakar. Pour certaines réalisations notables qui incluent des algorithmes de diagnostic médical avancés et des systèmes de surveillance environnementale basés sur l'IA et des techniques de gestion agricole intelligente. Donc, par exemple, en Afrique, il y a des startups comme HelloTrack en agriculture et en santé. Même en agriculture, il y a des startups qu'on appelle Tolbi ou HelloTrack. Et dans le domaine de la santé, on peut donner l'exemple de LifeBank. En environnement, il y a la startup qu'on appelle Flair, donc qui utilise l'IA pour résoudre des problèmes locaux. Même son de cloche chez Probus Kiki, spécialiste des systèmes embarqués et IoT, Internet of Things. Dans le domaine de l'agriculture, je peux déjà évoquer, disons, 2 travaux, notamment mes propres travaux qui portent sur l'utilisation d'un nez électronique qui permet de détecter de façon précoce la présence d'un ravageur, notamment la chenille légionnaire d'automne, afin de pouvoir déclencher des méthodes de lutte efficaces pour réduire l'utilisation des pesticides dans les champs, afin de promouvoir une agriculture écologique. Nous avons d'autres travaux qui permettent de prédire, par exemple, les récoltes à travers des images des cultures prises par drone, par exemple, pour pouvoir anticiper sur le processus de récolte et le processus de stockage, de transport, de vente par la suite, de façon à améliorer les performances du processus. L'intelligence artificielle est confrontée aujourd'hui à une variété de défis. Il s'agit entre autres de la couverture de la connexion Internet, de l'intégration des systèmes et des données. Fatou Bintou Ndiaye. Des défis subsistent tels que l'accès limité aux données, qui est très important par exemple en Afrique parce qu'on a vraiment des problèmes pour avoir des données. La formation spécialisée dans ce domaine-là et aussi surtout le financement. Le professeur Romain Glele-Kekaï aussi sur les défis liés à la mise en œuvre et au déploiement des technologies de l'IA. Une technique qui demande beaucoup d'énergie. Parce que vous ne maîtrisez pas l'énergie électrique, vous ne pouvez pas utiliser l'IA. Et l'IA nécessite aussi l'Internet. Donc le Wi-Fi, il faut une bonne connexion et une bonne couverture. Il faut noter qu'il existe 3 types d'IA. L'intelligence artificielle étroite, ANI, l'intelligence artificielle générale, AGI, et la superintelligence artificielle, ASI. Et vous l'aurez déjà certainement compris, c'est un autre volet dans cette édition. Nous sommes le 19 avril aujourd'hui. C'est une date spéciale pour les passionnés de la radio amateur à travers le monde depuis 1925. Cette journée anniversaire commémore la création de l'Union internationale des radios amateurs. En hommage à cette journée, Yannick Zunchigbe, rédacteur en chef de la plateforme en ligne Chom.com, revient ici sur l'influence des médias numériques sur les médias traditionnels. Les médias traditionnels aujourd'hui peuvent se sentir menacés avec l'avènement du numérique. Autrefois, ils étaient les principaux arbitres de l'information, si je peux le dire ainsi, parce que lorsque quelque chose se passe dans le pays, lorsqu'il y a un événement, le premier réflexe de tout citoyen était d'allumer son poste radio et de voir si l'information était vérifiée. Le réflexe était d'allumer la télé pour voir si effectivement l'information est vérifiée. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus les blogs d'information, c'est beaucoup plus YouTube, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux pour pouvoir vérifier la véracité de l'information. Donc cela conduit à une perte drastique de l'audience des médias traditionnels. Les audiences se fragmentent. Les gens ont désormais accès à une multitude de sources d'informations en ligne, donc ça réduit considérablement l'audience des médias traditionnels et donc cette perte d'influence-là pourrait être perçue comme une remise en question du rôle des médias traditionnels dans la société. La perte d'audience et la baisse de revenus sont également
également des problèmes qui minent les médias traditionnels à l'aide du numérique, a indiqué le spécialiste. Le monde entier a célébré hier la journée internationale des monuments et des sites. Le but de cette journée est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous diverses formes. L'autre objectif de cette journée est d'encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. En marge à cette journée, l'on s'intéresse à la fresque murale du port autonome de Cotonou. Elle a été dévoilée en mai 2023. L'œuvre offre une nouvelle illustration du rôle de l'art urbain pour l'inclusion de vivre ensemble. Le symbolisme de cette fresque est retracé dans cette production de Valérie Akboressi présentée par Candide Rourinto. 12 personnes dont 6 femmes et 6 hommes, chacune représentant différentes religions. C'est la fresque murale qui se situe sur un espace de 525 mètres carrés le long du mur du port autonome de Cotonou. Elle symbolise le vivre ensemble. Florent Kwaozotti, conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les Béninois ont souvent vécu dans non seulement le syncrétisme religieux, mais ça exprime également la tolérance. Chacun peut vivre sa foi selon ses convictions, sans pour autant empiéter sur les convictions des autres. À l'intérieur même d'une famille, on peut voir la grand-mère qui est Vodossi, le fils qui est Bibaoué et de l'autre côté, le petit-fils qui est musulman. Cette fresque vise à souligner l'identité et la culture béninoise tout en appelant à la cohabitation pacifique. Verkis Ahoy-Menti, ingénieur en administration et coopération culturelle. Comme le dit Mas, la religion c'est l'opium du peuple. Et puis, ce qui divise le plus au monde, en réalité c'est la religion. Mais là, je vois toutes les religions qui opèrent, qui se pratiquent dans notre interland béninois. Chaque représentant se donne la main pour construire la nation. Un peuple, ce n'est pas que l'économie, ce n'est pas que l'armée, c'est beaucoup de choses. Pour Franck Ogo, directeur de l'école du patrimoine africain, l'œuvre entre dans la droite ligne du développement du Bénin. D'abord, ça inspire l'unité et ça inspire aussi que nous devons regarder dans la même direction. Pour le Bénin, pour son développement, pour son avenir, il faut tous qu'on regarde dans la même direction. On regarde dans la même direction pour que le Bénin se révèle au monde entier, pour que le Bénin puisse relever la tête. Parce que justement, ça fait parfois mal quand on découvre qu'on a un pays qui a beaucoup d'atouts et qui malheureusement reste un pays pauvre. La Journée internationale des monuments et des sites est à sa 43e édition cette année. Elle se déroule sur le thème « Catastrophes et conflits à travers le prisme de la Charte de Venise ». Merci à vous, candidat Rourinto. On s'informe à présent hors du Bénin. Et c'est avec vous, Rodrigue Alidé. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, Deogracias. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en visite sur le chantier en cours d'exécution à l'Université Joseph Kizerbo. Accueilli par le président de l'université, l'équipe de la coordination du projet d'appui à l'enseignement supérieur PAES et celle du contrat de performance de l'université, le ministre et sa délégation ont débuté la visite au laboratoire de biologie végétale à l'unité de formation et de recherche en sciences et de la vie et de la terre. Ils ont ensuite visité la zone des amphithéâtres où ils ont eu un bref entretien avec les professeurs et les étudiants de première année de sociologie en cours dans le pavillon. Ils ont aussi fait une escale au décanat logé à la direction des services informatiques de l'université. Cette visite a pris fin à la bibliothèque universitaire centrale. À l'issue de cette tournée, le président de l'université a indiqué que son institution est en chantier avec pour challenge de lever les obstacles de son rayonnement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour sa part, a exprimé sa grande satisfaction et remercié les partenaires qui accompagnent ces efforts du gouvernement dans sa quête urgente de former les élites, bien entendu, de demain. Le Congo-Brazzaville connecte ces deux universités publiques à l'Internet haut débit. Il s'agit bien sûr de Gracias, il s'agit d'une levée bien entendu de 10 millions de dollars fin mars. C'était une occasion pour le président ivoirien de faire un rappel sur le chemin parcouru quant à la collaboration de ces deux plus gros producteurs mondiaux de cacao, a fixé les
prochains objectifs, un nouveau secrétariat, c'est l'assurance de plus de moyens. L'initiative de Cacao Ghana, ses revendications, les représentations ivoiriennes et ghanéennes vont porter ce week-end à Bruxelles à l'occasion de la conférence mondiale sur le cacao. Et pour finir, en marge à la deuxième édition de la Semaine des presses universitaires de Dakar, une table ronde est organisée. Elle intervient dans le cadre de la Semaine du livre. Cette conférence dédicace de l'ouvrage Éthique et argumentation polémique du professeur Aléoune Dieng. C'est une initiative des presses universitaires. La conférence va se dérouler sur l'esplanade de la bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar le vendredi 26 avril prochain de 15 à 17h. Merci à vous Rodrigue Alidé pour toutes ces informations. Vous retrouvez juste après ceci pour le journal des sports. Le journal, la page des sports. Et vous nous dites 4e édition du championnat national scolaire, la phase communale prévue du 20 avril au 4 mai prochain. Le ministère des Sports MSP organise conjointement avec le ministre des Enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle MEST-TEF la 4e édition du championnat national scolaire des collèges et lycées d'enseignement secondaire. Celle-ci démarre par la phase communale prévue du 20 avril au 4 mai prochain sur toute l'étendue du territoire béninois. Pour la présente édition, environ 44 000 athlètes de moins de 15 ans et venus d'ailleurs de 653 collèges et lycées participent à la phase communale, dont 19 000 jeunes filles. Les disciplines retenues sont les suivantes: le football masculin et féminin, le handball féminin, le basketball masculin, le volleyball masculin, l'athlétisme masculin et féminin. Le championnat amateur de football, les finalistes seront connus ce week-end à Borgo. Eh bien, la saison 2023-2024 du championnat amateur départemental du football aborde ses dernières phases dans le Borgou à Niki, où ont été joués les premiers tours des demi-finales. Ce sont l'AS CEP de Massobou, bien entendu, qui ont pris le dessus 1-0 et 3-0 respectivement devant Talent et Dissorou. Et Dinosaure, bien entendu, après cette première phase de la Ligue, a programmé le dernier tour des demi-finales pour le samedi 20 avril 2024 à 16h à Parakou entre Talent, AS Hope, et le dimanche 21 avril 2024 à Niki entre Massobou et Dinosaure de Niki à 16h. Ce week-end, donc, les amoureux du cuiron de Borgou vont pouvoir mettre des noms sur le visage dans les deux clubs en cours pour la succession de BOA de Silandé sur les 3 saisons de la Ligue amateur. Et je l'ai annoncé en titre, le tirage au sort du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U17 a eu lieu ce matin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Deo Gracias, le Bénin hérite du groupe A en compagnie du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pays hôte. Dans le groupe B, on retrouve le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo et le Niger. Ce tournoi qualificatif aura lieu du 15 au 28 mai 2024 à Accra au Ghana. Et pour finir, Kodegepa, Imran Hassan monte en puissance. Démarré hier, la 18e journée du championnat égyptien de première division s'est poursuivie ce jeudi en début de soirée. Futu FC qui recevait Fako l'a remporté 2-0. Futu FC compte désormais 24 points avec 2 matchs en retard et provisoirement logé à la 8e place, positionné devant la défense. Imran Hassan a une fois encore plus livré un match plein. Le milieu défensif béninois a touché 49 ballons. Il a réussi 29 passes sur 37, délivré une passe en profondeur remportée, 6 duels au sol et 9 disputés remportés, un duel aérien sur 1 réussi, 5 tacles et une interception aussi. Le joueur formé à l'académie, Joseph Poté, a commis 2 fautes contre un tir. Après 90 minutes de besogne, il a récolté la note de 7 sur 10. Après ses débuts difficiles, Imran Hassan semble parti pour ne plus quitter le 11 entrant de Futu FC. Le joueur prêté par l'Autopopo vient d'enchaîner 4 titularisations et a disputé l'intégralité des 3 derniers matchs de son club avec à la clé 2 victoires et 1 nul. Voilà qui met un terme à cette édition qu'a préparé et réalisé Rodrigue Alidé à la cabine technique et à la retransmission en direct sur nos canaux digitaux. Placide Kagbanon, merci à vous de l'avoir suivi à la présentation. Je suis Deo Gracias Kakbo. Bon week-end à tous.
À la maison. À moto ou en voiture. À moto ou en voiture. Au travail, où que vous soyez. Restez toujours sur la rue. Et oui. Ne ratez plus de nos programmes. Mettez votre radio en bandoulière. Suivez-nous partout, oui partout, en tout temps et en tout lieu. Une station plus proche de vous. Une station qui vous forme et vous informe. Radio Univers. Première station universitaire de l'Afrique. Pub. On marque une pause de pub. On marque une pause publicitaire.